Bonsoir. Du coup, je m'appelle Clément Chapalin, je suis lead product manager à La Ruche. Je travaille à La Ruche depuis à peu près 2 ans. Et ce soir, je vais vous parler un peu de tout ce qu'on a fait en mobile depuis qu'on existe, c'est-à-dire depuis 2011. Et notamment, comment est-ce qu'on a toujours fait du mobile, mais sans avoir de développeurs mobiles en interne. Je vais commencer par une petite question. Est-ce qu'il y a des développeurs mobiles, iOS, Android dans la salle? Beaucoup? Ok. Désolé par avance, hein, parce que du coup, je vais parler de comment nous on fait sans vous. Ouais. Ok. C'est mieux? Ok. D'accord, ok. Moi, j'espère que ça marche mieux. Mathilde dit oui. Ok, très bien. Ok. Du coup, on commence. Je vais vous faire le petit moment d'autopromotion classique pour ceux qui connaissent pas La Ruche qui dit oui. Donc, qui connaît La Ruche qui dit oui? Ok. Qui a déjà commandé à La Ruche qui dit oui? Ok, ça va quand même. Donc, La Ruche, nous, on est une plateforme collaborative qui permet à n'importe qui d'acheter des produits directement aux producteurs qui sont autour de chez vous. Quand on parle de produits, on parle de fruits, légumes, viande, crèmerie, boissons, poissonnerie, en gros tout ce qui peut être produit autour de chez vous. La manière dont ça fonctionne, c'est vous vous connectez sur le site internet, vous rejoignez la ruche qui est la plus proche de chez vous. Et une ruche, c'est quoi? C'est une communauté de producteurs et de consommateurs comme vous et les consommateurs commandent sur Internet pendant la semaine. Et une fois par semaine, vous allez dans un lieu qui est géré par le responsable de ruche. Donc généralement, c'est un café, un bar, un restaurant, une école. Ça peut même être chez le responsable de ruche. Et à ce moment-là, c'est les producteurs qui vous apportent les produits que vous avez commandés et se crée une espèce de petit marché éphémère où vous pouvez récupérer les produits et discuter avec les producteurs, avec les agriculteurs, les fermiers, les gens qui ont produit vraiment les choses que vous avez achetées sur Internet auparavant. Donc du coup, on existe depuis 2011 et aujourd'hui, il y a environ 110 employés. On est répartis sur 5 bureaux en France et, je vais pas dire de bêtises, mais 6 ou 7 bureaux à l'étranger, en Europe. Juste quelques chiffres. Donc, il y a 800 ruches, donc 800 responsables de ruches en France. On a 5000 producteurs actifs, 7000 dans tout le réseau en Europe. Et on a 160 000 membres qui commandent régulièrement dans les ruches tous les mois. Donc la ruche, comme je vous le disais, c'est pas seulement en France, c'est aussi dans tous les pays. Donc là, vous avez une traduction plus ou moins littérale de la ruche qui dit oui dans toutes les langues avoisinantes, donc en anglais, en italien, en espagnol, néerlandais, danois, catalan et allemand, qui sont toutes les langues qu'on supporte sur le site. Euh, Au niveau produit, la ruche, c'est quoi? La ruche, c'est une plateforme. Donc sur cette plateforme, il y a 3 types d'utilisateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a les responsables de ruches qui, eux, sont là pour gérer leur communauté. Il y a les producteurs, donc c'est les agriculteurs, les fermiers, et il y a les membres, donc les gens comme vous qui achètent les produits. Donc, nous, on a une plateforme avec trois interfaces différentes pour les 3 types de profils. Pour les producteurs, ça va être des interfaces de gestion de catalogue, d'offres, de promotion. Pour les responsables de ruches, ça va être la gestion de leur communauté, d'événements, écrire des messages aux membres. Et pour vous, ça va être une interface e-commerce un peu plus classique où vous allez pouvoir acheter vos produits toutes les semaines. Donc on a, en termes plus techno, on a une web app, une app iOS et une app Android depuis cette année. Donc c'est un peu plus compliqué que ça en vrai. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus dans le détail ce qu'on a fait et où est-ce qu'on va dans le futur. Pour construire cette plateforme, dans notre équipe, il y a 4 product managers, il y a des designers, des UX researchers, des data analysts, et au niveau dev, on a environ une quinzaine de développeurs. Et justement, ce qui est intéressant, ce dont je vais parler ce soir, c'est qu'on n'a jamais eu, en interne en tout cas, de développeurs spécialisés mobile, de développeurs Android ou de développeurs iOS, tout en faisant toujours du mobile, au moins, enfin depuis 2-3 ans spécifiquement. Donc, je vais vous faire une brève histoire de ce qu'on a fait en mobile à La Ruche, c'est-à-dire des différentes technos qu'on a utilisées et des différents produits qu'on a pu faire en mobile à La Ruche depuis qu'on existe. Je remonte un peu le temps. En fait, on se lance en 2011. Donc, à ce moment-là, la première plateforme, elle est complètement outsourcée. Donc, du coup, il n'y a même pas de développeur en interne. Donc, elle n'est pas responsive. Et en même temps, entre 2011 et 2014, c'est aussi le moment où les usages mobiles augmentent vraiment.
2014, vous donner un exemple, c'est l'année où où le nombre d'utilisateurs web mobile dépasse le nombre d'utilisateurs web desktop. Nous, là-dedans, on n'est pas très très bien globalement parce que notre plateforme elle ressemble à ça, c'est-à-dire une espèce de site desktop qui est resizé pour mobile. Donc globalement, à chaque fois qu'un client essaie d'aller commander sur notre site web et qu'il est sur son téléphone, on perd un client. Et on peut pas, on se rend assez vite compte qu'on peut pas rester dans cette situation-là. Donc, on décide en 2014 de refondre complètement le site. Donc, on repense toute l'architecture pour pouvoir supporter la croissance et on repense aussi toute l'interface, notamment pour avoir une application responsive et permettre à tous les utilisateurs d'utiliser le site à la fois sur desktop et à la fois sur mobile. Donc, janvier 2015, c'est là que sort la version entre guillemets actuelle du site. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de refonte totale depuis. C'est une petite révolution sur l'usage parce que effectivement, tout ce qui était possible de faire en desktop, globalement, on l'a porté sur mobile. Ce qui n'était pas possible avant. Donc, on a adapté toutes nos interfaces, comme je vous expliquais. Donc, on a des interfaces pour les responsables de ruche, des interfaces pour les producteurs, des interfaces pour les membres. Et du coup, la plateforme est assez complexe et on a tout porté sur mobile pour que le site soit utilisable. Donc, c'est déjà une petite révolution, mais en même temps, c'est pas non plus parfait parce que le site est sorti un peu, voilà, la nouvelle version est sortie aussi un petit peu dans la douleur. C'est-à-dire qu'on avait une grosse deadline pour la sortir en janvier 2015, et donc à partir de là, on a aussi dû couper sur certaines fonctionnalités. On n'est pas allé aussi loin en mobile que ce qu'on voulait. Donc, on a encore des lacunes en mobile. Pour vous donner un exemple, notre taux de conversion en janvier 2015 mobile, il est 2 fois moins important que notre taux de conversion en desktop. Là arrive juin 2015, donc là on est toujours en grosse croissance. On lève des fonds, on a des moyens, on se dit ok, le mobile on peut vraiment encore plus que l'année dernière, on peut vraiment plus y couper. Qu'est-ce qu'on fait? On va développer notre app en natif. Assez vite, on se dit qu'on en a besoin rapidement et qu'on a les moyens. On essaie de regarder un peu si on peut trouver des développeurs sur Paris, iOS ou Android à recruter. On se rend compte que c'est compliqué. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, OK, on a besoin d'une application, iOS prioritairement parce que la majorité de nos clients étaient sur iOS à l'époque, et surtout la majorité de nos clients réguliers étaient sur iOS à l'époque. Donc, on développe une application iOS. Comment on fait? On passe par un free, parce que globalement, c'est compliqué de recruter, et on n'arrive pas à trouver un développeur qui est pour le recruter sur le long terme. Euh, voilà. L'app sort globalement 6 mois plus tard, en février 2016. Donc, C'est, elle sort dans 5 pays, dans les 5 pays dans lesquels on était présent à l'époque. Globalement, c'est un succès, notamment sur le côté marketing, un truc qu'on n'avait pas forcément trop anticipé. Mais à l'époque, on avait déjà une bonne image de marque et très vite, en fait, on se fait repérer par Apple. Et ils nous ont mis en avant, c'est-à-dire qu'on était disponible, on était visible sur la première page de l'App Store pendant, de mémoire, 5 ou 6 semaines. Donc en fait, c'est quelque chose qui drive les téléchargements, enfin quelque chose de vraiment, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc en fait, le succès de cette application, finalement, il n'est pas tant. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait énormément de gens qui l'utilisent, qu'on ait un taux de conversion vraiment énorme. Finalement, on se retrouve avec le même taux de conversion que ce qu'on avait sur notre web app mobile. Mais en même temps, on fait 70 000 téléchargements en un mois. Du coup, là, en un an et demi, on en a fait plus de 200 000. Et c'est quelque chose qui drive l'acquisition et qui nous fait recruter énormément de nouveaux clients sur une période assez courte. Donc c'est un succès, mais pas vraiment pour les raisons pour lesquelles on avait anticipé en fait. Les clients qui testent le mobile? Ouais. Bah, il y en a certains qui ensuite vont aller utiliser le desktop. Et surtout, en fait, ça nous permet aussi, nous, d'avoir une base en fait très qualifiée pour pouvoir recontacter ces utilisateurs. Si ensuite on se rend compte qu'on est en train, enfin, qu'on a des nouvelles fonctionnalités ou qu'on a des choses ou si on a envie de les réactiver, bah, du coup, nous, ça nous permet d'avoir une base très qualifiée et de recontacter ces personnes-là. Et même s'ils ont commandé qu'une fois et qu'ils ne sont pas revenus, bah, on sait qu'on peut se retourner vers ces personnes-là pour ensuite faire de la réactivation et avoir plus de commandes sur notre site en général. Ouais. Ah, mais en fait, j'ai mes notes à côté. Donc, du coup, sinon, j'aurais plus mes notes. Soit j'ai les slides. Ok.
Donc, où est-ce que j'en suis? Donc là, notre application iOS fonctionne, mais honnêtement, enfin, le recul enfin, tout ce que je viens de vous dire sur le fait que ça fonctionne seulement parce que on a été mis en avant sur l'App Store et parce que globalement, on a réussi à faire de l'acquisition de nouveaux membres, c'est pas forcément un recul qu'on a à l'époque. À l'époque, on se dit bon, le natif, c'est génial, on a envie d'avoir des applications, on a envie vraiment d'investir. C'est un moment aussi où on est en train d'essayer de recruter des développeurs seniors et de faire monter en compétence un peu l'équipe et de construire vraiment une équipe produit. Et donc à ce moment-là, on se dit, OK, on va recruter des développeurs mobiles, iOS, Android. Et honnêtement, on y a passé, je pense, plus de 6 mois. On avait le temps pour essayer de les recruter. On avait l'argent, a priori, pour les recruter aussi. Mais ça a été super compliqué et on n'a pas réussi à faire même une seule offre en 6 mois. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à se remettre un peu en question sur notre stratégie de faire du natif de manière un peu classique, on va dire. Euh, À ce moment-là, du coup, on arrive à l'été 2016. Donc, on se rend compte de plusieurs choses. En fait, dans nos calculs de rentabilité sur l'application iOS, en fait, nous, on regardait seulement les nouveaux clients qui arrivaient, qui commandaient. Mais en fait, on s'est pas rendu compte que aussi en ayant cette application qui était faite par un freelance et qui donc était difficile à maintenir, parce que finalement, quand l'application est faite par un freelance, bah, ce qui est compliqué ensuite, c'est qu'à chaque fois que vous faites une nouvelle fonctionnalité, vous vous demandez, OK, est-ce que ça vaut le coup de rappeler ce freelance? Certes, déjà, ça va nous coûter un peu d'argent. Et surtout, ça va demander du product management, potentiellement un design supplémentaire, potentiellement du back-end supplémentaire aussi. Donc, on est toujours, et d'ailleurs, on est encore aujourd'hui dans ce dilemme à chaque fois qu'on sort une nouvelle feature sur l'interface membre, de se dire, est-ce que on a envie de recontacter notre freelance pour développer la fonctionnalité? Donc, c'est déjà quelque chose qui nous fait nous remettre un peu en question sur le côté, on va aller vers du natif de manière très classique. Ensuite, deuxième chose, c'est on se rend compte de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a cette application globalement, elle est développée elle a un très bon design, elle a été développée de manière très sérieuse, elle fonctionne bien, l'UX est vraiment meilleur, enfin honnêtement, elle est vraiment meilleure et tout le monde lui dit que sur notre site web, que sur notre web app mobile. Mais finalement, on se rend compte qu'on a le même taux de conversion et que si elle fonctionne, comme je vous disais tout à l'heure, c'est seulement parce que on arrive à faire de l'acquisition et il y a des gens qui nous découvrent via l'App Store. Donc là, à ce moment-là, donc la décision à prendre, soit on essaie de recruter un développeur à plein temps et on y repasse encore plus de temps, ou soit on se remet vraiment en question et on se dit, OK, on va essayer d'aller vers d'autres solutions, d'autres technos mobiles, et quitte à mettre à jour notre app seulement 1 à 2 fois par an. Pour vous donner une idée, on l'a sorti en février 2016, on l'a mise à jour, là on va la mettre à jour pour la 5e fois dans les prochains jours. Donc c'est vraiment assez lent, sachant que sur le front de notre web app, on fait plusieurs déploiements par jour et on a des fonctionnalités qui sortent toutes les semaines. Donc, ouais, donc du coup, la décision qu'on prend, c'est de pas recruter parce que ça nous avait déjà pris trop de temps et d'essayer de se tourner vers d'autres technos ou d'autres moyens de faire des applications un peu différentes. En début 2017, on se dit, OK, on va essayer de faire une application Android. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pas retomber dans, entre guillemets, les mêmes pièges dans lesquels on est tombé pour l'application iOS? On veut faire une application Android parce que déjà depuis 2 ans, Android c'est beaucoup démocratisé par rapport à iOS. Et nous aussi notre base client a beaucoup augmenté, donc on a de plus en plus de demandes. Bon, de base on a une pression client qui est beaucoup plus forte. Et on se dit finalement ce qui a fonctionné sur l'app iOS, c'est le côté marketing, c'est l'acquisition de nouveaux clients via la visibilité qu'on avait sur l'App Store. Donc on se dit, est-ce qu'on peut pas avoir exactement la même chose avec Android, c'est-à-dire en faisant une application, en essayant d'investir pas trop de temps, pas trop d'argent, pas trop de ressources sur le développement, et en profitant en fait de la visibilité qu'on va avoir sur le Play Store pour faire de l'acquisition de nouveaux clients, comme ce qu'on a réussi à faire avec l'application iOS. Pour faire ça, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée en fait un container, donc du coup, juste quelque chose qui va contenir la web app. Ça, c'est du natif. Donc il y a, je sais plus, mais je crois que dans l'application Android, en tout, il y a 150 lignes de code en natif. Et tout le reste, en fait, on lance la web app derrière. Parce qu'on avait aussi engagé une stratégie d'amélioration de la web app depuis un an. Et donc, on était assez confiant aussi sur le fait d'avoir une expérience assez intéressante et assez bonne sur la web app mobile pour pouvoir juste l'inclure dans un container en natif et pouvoir la lancer aux clients comme ça. Globalement, alors, l'investissement a vraiment été minimal, c'est-à-dire que ça nous a pris 3 semaines de dev, je crois. Et ça nous a permis quand même d'avoir 30 000 téléchargements depuis 3 ou 4 mois.
Euh, c'est finalement un succès un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que on n'a pas investi énormément, mais le retour n'est pas non plus énorme. Donc en gros, c'était pour nous vraiment un test de voir si être présent sur un store, être présent potentiellement aussi pouvoir se faire mettre en avant comme ce qu'on avait réussi avec l'App Store, est-ce que ça pouvait être une opportunité pour nous de recruter des nouveaux utilisateurs. Donc ça a réussi un petit peu entre guillemets, mais pas non plus à la hauteur de nos espérances et à la hauteur de ce qu'on avait réussi à faire avec iOS. Donc là, on passe à l'été 2017, donc il y a quelques mois. On essaie de se diversifier un petit peu. Donc là, je vais vous raconter un peu plus des trucs qui concernent la ruche, mais on lance globalement, enfin, on est en train de lancer en ce moment deux nouvelles applications. Donc une application de groupement de commandes qui s'appelle MiniRuche et une application de livraison en circuit court qui permet aux producteurs de livrer les ruches, aux ruches de livrer les clients. Donc on se lance sur deux applications qui sont différentes de notre application de base, la ruche Kiwi. Et là, on se dit, OK, on va pas répéter les mêmes erreurs que ce qu'on a pu faire auparavant. Donc, on commence vraiment à faire des applications qui sont, enfin, vous pouvez voir la design. Donc là, je les ai mis en desktop. Et en vrai, honnêtement, aujourd'hui, presque personne en fait ne les utilise en desktop. Vous pouvez voir que le design est en fait complètement fait de base pour être en mobile, notamment l'application de delivery qui est à droite, en fait, où que ce soit les livreurs ou les gens qui reçoivent les notifications, bah, en fait, tout ce qu'ils voient, c'est en fait, ils sont toujours sur leur mobile parce qu'ils sont à la distribution en train de récupérer les produits, parce qu'ils sont en train de recevoir des notifications sur où en est leur livreur. Donc en fait, on pense vraiment nos nouvelles expériences comme des expériences mobile first pour notre application mini ruche de groupement de commandes, et vraiment mobile only, c'est-à-dire en gros, elle est utilisée que sur mobile pour notre application de livraison. Ouais. En termes de techno, c'est des web apps mobiles. Sur l'application de livraison, on utilise aussi un nouveau langage de code qui s'appelle Elixir et qui est fait justement pour traiter du temps réel, euh, ce qui est important pour quand tu fais de la livraison en fait. Ouais, d'accord, je fais ça. La question était donc quels sont les technos qu'on utilise pour ces deux nouvelles applications. Mais ce qui est important aussi, enfin ce qui est intéressant aussi en fait là-dedans, c'est que finalement, on se pose jamais la question de recruter des développeurs qui ont, enfin qui sont, qui, enfin on utilise des développeurs qui connaissent les technologies qu'on utilise aussi sur notre web app. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le front et le back, bon, le back est en Elixir, donc c'est un nouveau langage, mais le front de ces deux nouvelles applications, il est en React, et globalement, c'est ce que nous, on fait aussi sur notre web app à la ruche. Donc, on peut aussi partager la connaissance et on peut utiliser les développeurs qu'on a aussi en interne. Donc, il n'y a pas tout ce besoin de recruter. Euh, voilà. Dans le futur, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'aller encore plus loin, notamment sur l'application de livraison. En fait, on est en train de passer sur carrément une progressive web app, parce qu'en fait, quand tu es sur une application de livraison, tu as un gros besoin aussi de notification, et de notification en temps réel. Comment est-ce que tu fais des notifications si tu n'as pas une application native? Bah, en fait, il y a un nouveau... je sais pas, qui connaît les progressive web apps ici? Le gens? Ok. Progressive Web App, globalement, ce que c'est vous faites une web app mobile, c'est-à-dire vous faites un site mobile classique, mais vous allez avoir des technologies web qui vont vous permettre de faire ce qui d'habitude est réservé aux applications natives. C'est-à-dire vous allez pouvoir envoyer des notifications, vous allez pouvoir facilement être sur l'écran d'accueil du téléphone des personnes. Et du coup, vous avez un peu tous les avantages du natif sans les inconvénients. C'est-à-dire que vous utilisez les technos que vous connaissez, vous pouvez déployer quand vous voulez, vous n'êtes pas dépendant de l'App Store ou du Play Store, mais en même temps, vous avez tous les avantages, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des notifications, vous pouvez faire du offline, c'est-à-dire charger des données qui vont être conservées sur le téléphone de l'utilisateur. Et, et surtout, du coup, nous, ce qui nous intéressait le plus, c'est être capable d'envoyer des notifications sur le téléphone des utilisateurs. Le seul downside aujourd'hui des progressive web apps, globalement, c'est qu'on est très dépendant de ce que font iOS et Android sur cette techno. C'est-à-dire que Android est un peu plus globalement avancé là-dessus. Donc, ajouter une application à l'écran d'accueil, ce genre de choses, c'est beaucoup plus simple sur Android. Sur iOS, ça prend un peu plus de temps. Donc, sur tous les téléphones, on n'a pas exactement le même support des progressive web apps sur tous les téléphones. Et ça va encore prendre potentiellement quelques années avant que ce soit vraiment répandu. Mais c'est a priori une technologie qui a de l'avenir.
L'autre techno qu'on utilise et qu'on teste, en fait, je vous parlais tout à l'heure de notre application Android, qui est globalement un container natif avec à l'intérieur, donc on lance le site mobile. En fait, le container, il est en React Native, donc c'est notre tout début avec React Native, mais c'est une technologie qui est intéressante pour nous parce que, en fait, elle est entre guillemets similaire et l'apprentissage pour les développeurs est simple parce que nous on utilise donc du React sur le front et cette techno c'est du React Native et donc du coup il y a des similarités dans la manière de coder, donc ça permet aux développeurs de pouvoir passer sur des technos natives un peu plus facilement. Et aussi un truc que ça permet, c'est qu'en gros ça charge des vues dans l'application et vous pouvez recharger ces vues quand vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros vous n'êtes pas pour certains changements de votre application, vous n'êtes pas obligé de passer par une update sur l'App Store ou le Play Store. Ok, donc là je vous ai fait un peu un résumé de tout ce qu'on a tenté à la ruche depuis globalement qu'on a tenté le mobile, c'est-à-dire début 2015. Donc on a fait pas mal de choses, on n'a pas tout réussi. Il y a des choses qui ont mieux marché que d'autres, il y a des choses qui ont marché, on s'y attendait pas, il y a des choses qui n'ont pas marché, on s'y attendait pas non plus. Donc je vais essayer de sortir quelques enseignements de tout ce qu'on a pu, de tout ce qu'on a pu faire. Donc là, globalement, je vous ai remis sur une slide, mais je vais pas tout lire parce que ça va être un peu long. Mais tout ce qu'on a, les différentes solutions qu'on a essayées. Donc la web app en responsive, l'application iOS, mais en passant par un freelance, donc avec toute la dette produit fonctionnel stratégique que ça implique. L'application Android avec un container natif qui lance la web app et nos nouvelles applications qui sont en train de passer vers la technologie progressive web app. Du coup, déjà pour revenir un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on a fait du développement du mobile sans développeur mobile, pour être honnête, au début, on l'a surtout subi. C'est-à-dire qu'on voulait aller vers le développement natif. On était en 2015, on pensait que c'était ça qui allait nous permettre d'avoir la meilleure expérience possible. Mais on a vraiment, ça a vraiment, enfin, honnêtement pour nous, ça a duré. Alors peut-être qu'on avait des problèmes aussi dans notre process de recrutement ou sur certaines choses, mais on a vraiment, ça a vraiment été très compliqué pour nous de recruter des développeurs mobiles. Et on avait à ce moment-là aussi d'autres challenges fonctionnels, produits, notamment des challenges sur la logistique pour les producteurs, la logistique en circuit court. Du coup, on a préféré concentrer nos ressources, c'est-à-dire les développeurs qu'on avait et les développeurs qu'on pouvait recruter, sur d'autres challenges qui nous paraissaient nous plus impactants pour notre business. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, on a un peu changé d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a commencé à se dire, mais en fait, finalement, le fait de ne pas faire de natif, et surtout de ne pas avoir de développeurs natifs, de développeurs iOS ou Android en interne, finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Parce que déjà, ça pousse du coup tout le monde à utiliser notre web app mobile. Ce qui veut dire qu'on a une app qui est tout le temps à jour. On développe une fois et globalement, le front est disponible sur toutes les plateformes. Et on s'inscrit aussi dans une tendance générale qui fait que les nouvelles technos, les nouveaux langages de code, ils s'inscrivent aussi un peu dans cette direction-là, qui est d'aller moins vers du natif ou au moins du natif pur, et d'aller vers plus des technos qui ressemblent au web. Donc on sait qu'on s'inscrit aussi dans quelque chose qui est cohérent, qui est intéressant sur le long terme. Euh, les questions à se poser, en fait, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se poser les bonnes questions. Enfin, surtout si vous êtes dans une entreprise qui cherche encore un peu au niveau du mobile, c'est-à-dire qui n'est pas encore complètement, qui a potentiellement à la base une présence desktop ou une présence seulement sur une web app. Les questions qu'il faut se poser, en fait, c'est pourquoi est-ce que vous voulez faire pourquoi est-ce que vous voulez faire du mobile? C'est pas forcément une évidence, dans le sens où nous, par exemple, toutes les différentes stratégies mobiles qu'on a pu faire, ça nous a apporté vraiment des choses très différentes. Je vous ai parlé, par exemple, d'iOS, en fait, qui nous a permis un truc qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais plus que de faire de la rétention ou d'avoir un meilleur taux de conversion sur l'application iOS, ce que ça nous a permis, c'est surtout de répondre à l'évolution des usages. Pardon, ce que ça nous a permis, c'est d'acquérir de plus en plus d'utilisateurs et d'acquérir des nouveaux membres. Ensuite, vous pouvez le faire parce que vous répondez à l'évolution des usages. Par exemple, je peux vous donner un exemple, c'est l'application Le Monde, par exemple. Eux, en fait, en ce moment, ils ont de plus en plus de leur contenu qui vient de Facebook parce qu'il y a énormément d'articles qui se partagent sur Facebook. Donc, eux, ils ont plus intérêt, par exemple, aujourd'hui, à avoir un site web mobile et une web app mobile performante que d'avoir une application iOS ou Android performante.
parce qu'ils ont juste envie que les gens ouvrent le lien dans Facebook, ça ouvre le navigateur et que l'expérience soit la meilleure possible. Donc faire du natif, c'est pas forcément évident. Et ensuite, ça vous permet également de développer de nouveaux usages. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas forcément penser le mobile comme une recopie de tout ce qui peut se passer sur le desktop, sur un écran plus petit. En fait, il faut penser le mobile comme vos utilisateurs, ils ne vont pas utiliser votre site ou votre application de la même manière sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Enfin, nous, on s'en est rendu compte, par exemple, pour donner un exemple, les producteurs, il y a des actions qui font toujours sur leur ordinateur et certaines actions qui font toujours sur leur mobile. Par exemple, au niveau du catalogue, créer des nouveaux produits dans leur catalogue, c'est toujours sur leur ordinateur. C'est toujours un truc où il faut uploader des photos, c'est un peu compliqué, il faut qu'ils écrivent la description, ils ont envie d'être posés. Gérer les stocks, c'est un truc qu'ils font toute la semaine, et là, c'est toujours sur leur mobile. Donc en gros, ça casse aussi un peu certaines images, et on essaie aussi d'aller plus vers là, le fait de se dire, bah, l'usage mobile et l'usage desktop, c'est pas forcément le même, et ça n'a pas besoin d'être le même. Et ensuite, évidemment, du coup, on aimerait tous pouvoir avoir des ressources illimitées, mais il faut prendre en compte les contraintes, et notamment quand vous faites du natif, du coup, vous créez vraiment des nouvelles applications. Nous, on n'a jamais vraiment créé, à part l'application iOS, on n'a jamais vraiment créé une nouvelle application. Donc, en termes de design, en termes de tracking, donc de data, de communication, de traduction, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Et en termes de maintenance, c'est beaucoup plus léger aussi de maintenir seulement une web app. Pour finir, je veux dire, du coup, je pense que le plus important, c'est aussi de savoir se remettre en question, parce que si votre stratégie, en fait, mobile, elle dépend des différents éléments que j'ai expliqués ici, en fait, ces éléments, ils évoluent au fur et à mesure du temps. C'est pas parce que vous êtes parti dans une stratégie, c'est pas parce que vous êtes parti sur seulement une web app responsive ou seulement une application en natif que vous pouvez pas évoluer et qu'au fur et à mesure du temps, vous pouvez pas évoluer, notamment avec les nouvelles technos qui arrivent. Donc, en conclusion, les différents éléments que j'ai essayé d'expliquer, c'est que nous, ce qu'on a appris en fait dans ces 3-4 années, depuis 3-4 ans qu'on fait du mobile, c'est qu'au début, on a considéré le mobile la première fois qu'on a fait notre application et quand on a refait notre site et qu'on a fait notre application en responsive. Vraiment, notre point de vue, c'était de dire on prend toutes les fonctionnalités qui sont en desktop et on les met sur un écran plus petit. Donc du coup, ça, c'était un peu le truc de base en se disant, il faut que tout ce qui est possible de faire sur desktop soit possible de faire sur mobile parce que bah, un utilisateur est susceptible de faire n'importe quelle action sur son mobile ou sur son ordinateur. En réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils ont besoin enfin, c'est à différents moments de leur journée et de leur quotidien qu'ils vont utiliser votre application. Et quand ils sont sur leur téléphone ou quand ils sont sur leur ordinateur, c'est vraiment des moments différents. Donc, il ne faut pas penser le mobile comme un petit desktop, mais vraiment comme une expérience à part. Ce que nous, on essaie de faire en tout cas avec nos nouvelles applications. Ensuite, il n'y a pas non plus du natif d'un côté et de la web app responsive de l'autre. Par exemple, nous, ce qu'on a fait avec notre application Android, c'est un container en natif et qui lance une web app en mobile. C'est entre guillemets un peu un mélange des deux et qui nous a permis de tester assez rapidement et de mettre en place une application sur le Play Store Android assez rapidement. Donc il faut sortir un peu de cette dichotomie entre le natif et la responsive web app de l'autre, d'un côté, et la responsive web app de l'autre, et essayer de voir un peu plus loin, surtout avec les nouvelles technologies qui se développent. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'opportunités pour sortir un peu de cet affrontement entre le natif d'un côté et la web app responsive de l'autre. Et enfin, finalement, c'est toujours de tester parce que c'est pas parce que vous êtes parti dans une direction que vous pouvez pas changer et tester d'autres technos, d'autres usages, d'autres manières de faire d'autres stratégies mobiles plus tard. Voilà, merci.